Merci de m'avoir invité pour témoigner de ce long parcours, manifestement au service de l'architecture et de l'urbanisme et de l'environnement. Et en fait, c'est d'ailleurs d'abord au service de l'environnement, c'est parce que j'ai voulu m'engager au service de l'environnement que j'ai trouvé un endroit intéressant pour m'exprimer, qu'on appelle l'architecture et l'urbanisme. Et je vais essayer de vous retracer ce parcours. C'est un peu une gageure parce que ça fait de nombreuses années, ça fait même de nombreuses décennies, ça fait plus de 35 ans que je travaille sur ce sujet. Donc c'est globalement 35 ans en 35 diapos et en 45 minutes. Les projets que je vais vous montrer sont plutôt des projets relativement récents parce qu'en fait, quand on cherche des projets comme sur lesquels on a bossé dans les années 80, on a beaucoup de peine à trouver des photos. Et donc, par définition, c'est plus facile d'appuyer mon propos sur des photos. J'ai choisi cette diapo pour commencer parce que je trouve qu'elle symbolise assez bien ce que j'essaie de faire dans mon modeste métier. Vous voyez la diapo à gauche, c'est quoi? C'est en fait, ça a été pris par un ami qui s'appelle Bijan Azmayesh, qui a eu la bonne idée, c'est un architecte franco-iranien, de m'amener en Iran voir ce qui pour moi était un vieux rêve, c'est-à-dire les badguirs. Les badguirs, c'est les capteurs à vent iraniens, qui sont des systèmes vernaculaires extraordinaires pour capter le vent, et que le vent descend, il y a 4 captages selon les orientations, descend dans un conduit, et ensuite passe, ou plutôt passer, dans des patios qui étaient eux-mêmes donc remplis de flotte, soit sous forme de bassin, soit sous forme de jarre, et ça permettait de rafraîchir par évaporation, évapotranspiration, donc rafraîchissement adiabatique. Ces espaces, ce concept d'ailleurs a été repris par le grand Norman Foster dans le projet de Masdar, qui est là, que j'ai également eu l'occasion de visiter. Et donc le système, l'air, quand il est chaud et sec, il se refroidit en absorbant l'humidité. Donc vous voyez le paysage de cette ville d'Iran que je vous conseille tous d'aller voir, qui s'appelle Yazd, qui est la capitale des tours à vent. Et cette diapo-là, vous ne voyez pas, mais c'est moi qui fais le pitre, symbolise que en fait, l'architecture, c'est ça, et puis la tripaille que je hais, et contre lequel je me bats, c'est ce qui est en bas. Donc, c'est-à-dire un climatiseur fabriqué par des enfants, qui est plein de gaz qui ont des impacts énormes sur la couche d'ozone et sur l'effet de serre. Et donc, c'est extrêmement beaucoup plus intéressant et ça a beaucoup plus de signification et de sens d'essayer de travailler sur des concepts comme celui-là. Donc voilà, c'était simplement un clin d'œil à ce voyage et à cette vision des choses qui donc met en avant mon bioclimatisme militant, essayer de faire le job par l'architecture, et c'est possible, les exemples dans tous les pays le montrent, donc on va essayer de les passer en revue. Pourquoi j'ai montré l'ami Reiser? Parce qu'en fait, ça fait partie de mes mentors. Donc, alors, regardez plutôt la photo de gauche. La photo de gauche, je vois que ça en fait rire certains. C'est donc, bon, c'est pas vraiment le solaire architectural, le solaire c'est moche, ça marche pas, et en plus c'est trop cher, disait Reiser. En fait, j'étais plutôt mal parti, c'est-à-dire que quand j'ai fait mes études d'ingénieur, l'approche bioclimatique était moins mise en avant dans l'énergie solaire que l'approche technologique, et j'ai eu, mais bon, il faut tout toucher au sujet pour comprendre bien. J'ai fait mon PFE en école d'ingénieur, donc j'ai fait l'école d'ingénieur, j'ai même fait deux. Mon premier PFE en école d'ingénieur était sur un système compliqué de capteurs solaires, pompe à chaleur, stockage dans une piscine, etc. Pourquoi, pour faire un court, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et en fait, je m'étais déjà aperçu que quand on faisait ce système-là, le meilleur capteur, et donc après, avec ça, on chauffait une maison. Donc je faisais plein de calculs, plein d'équations, plein d'ordinateurs, je le faisais à la main avec des HP25, un truc de fond. Quand on se trompait, il fallait tout recommencer. Et puis je m'étais quand même aperçu, parce que bon, on était dimensionné pour calculer, que dans ce cas-là, le meilleur capteur, quand on foutait de l'énergie dans la piscine, c'était pas les capteurs, c'était la piscine. Et que par exemple, si on mettait une couverture sur la piscine, on faisait un meilleur capteur que si on mettait des capteurs solaires actifs. Donc ça m'a montré que le passif c'était quand même beaucoup mieux que l'actif, et donc ça m'a aidé pour la suite. Donc voilà un hommage rendu à l'immense Reiser. Parmi les autres mentors que j'ai eus et qui m'ont montré la voie, donc il y a un certain René Dumont, ceux que les moins de 20 ans, et même les moins de 30 ans, et même les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. René Dumont, c'était le premier candidat écolo aux élections présidentielles en France en 1974. J'avais pas encore le droit de vote.
Et donc il nous disait que sur Terre, le plus important, c'est l'eau et l'air et la bouffe. Enfin, c'est assez intéressant de voir comme ça. Et donc à l'époque, il se baladait avec sa pomme et son verre d'eau. Il avait écrit un livre, donc, que évidemment j'ai lu dès qu'il est sorti, qui s'appelle L'Utopie de la mort, que je conseille à tous de lire, tout est dans ce qui est sous le titre là. Ce qui était assez intéressant à cette époque-là, comme d'ailleurs aujourd'hui on ne se préoccupait pas de ce qui se passe à l'autre bout de la planète, il parlait avant tout des pays pauvres, et il parlait avant tout des grands problèmes de l'humanité, et pas forcément uniquement de l'augmentation du SMIC de 10% ou du fait qu'il fallait changer telle ou telle loi fiscale. Donc c'est vrai que, quand je vous disais l'architecture et l'urbanisme à cause de l'environnement, c'est vrai que je suis tombé dans l'environnement, il y a quelques antécédents familiaux aussi, et donc mon métier après s'est construit autour de ça. Et donc évidemment, manifestement, l'énergie solaire et le bioclimatique sont des choses plutôt sympas quand on veut essayer d'être un ingénieur utile et qu'on se préoccupe de l'environnement. Quand j'ai quitté la France pour continuer mes études, parce que quand on voulait approfondir ses connaissances en matière d'énergie solaire et de climatique, il n'y avait rien à l'époque en France. Et puis c'était une époque faste, puisqu'il suffisait de faire une demande au ministère, c'est les étudiants, les anciens étudiants, ça les fait rêver, au ministère des Relations extérieures, et puis on vous filait une bourse, et puis on vous payait votre université américaine, et puis on vous filait même 500 $ par mois, c'est-à-dire finalement plus que ce que la plupart des étudiants ont aujourd'hui pour vivre. C'était donc la belle époque. Je suis parti là-bas, donc j'ai fait un deuxième diplôme américain, j'ai fait juste un master parce que doctorat ça durait 3 ans, et j'ai fait une semaine de doctorat, mais après je suis parti. Je suis allé donc travailler au Nouveau-Mexique. Et donc là, j'ai rencontré d'autres mentors donc dans le domaine de l'architecture. Un de ceux-là s'appelait David Wright, et qui a, lui, commis un certain nombre de projets assez connus, assez symboliques, et les gens de l'école bioclimatique ont connu alors à la fois le Sunslope, qui s'appelait la maison de Karen Terry, qui était une maison dans laquelle il faisait toujours 25 degrés en hiver, par contre il faisait plutôt 35 degrés en été. Donc c'est à ce moment-là que vous avez compris que lorsqu'on optimise par rapport à la courbe du soleil trop par rapport à 70 degrés, évidemment, on est top en hiver, mais en revanche en mi-saison ou en été. Et donc j'ai plus ces photos-là parce que c'était diapo, donc c'était assez difficile à reconstituer. Mais cette brave Karen Terry, donc quand elle avait vraiment trop chaud, elle sortait, elle installait des clés en bois sur ses comme brise-soleil qu'elle enlevait à l'automne, et du coup la maison redescendait à une température correcte. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à l'intérieur de ces banquettes-là, qui étaient en adobe, donc en briques de terre, il y avait des fûts d'eau pour augmenter l'inertie du bâtiment. Et c'était un bâtiment donc que j'emmenais souvent voir tous les architectes du monde qui passaient par cet endroit qui était la Mecque du solaire passif et du bioclimatique. Les deux autres bâtiments sont également des bâtiments de David Wright. Et donc celui d'en haut s'appelle le Sunscoop, et qui était basé, qui fonctionnait très simplement sur les principes du solaire passif. Désert du Nouveau-Mexique, 2000 mètres d'altitude, et on avait des bâtiments extrêmement confortables. En hiver, beaucoup de soleil, donc 36 degrés de latitude nord, ça aidait beaucoup parce qu'en hiver, la journée était un petit peu plus longue qu'ici. Et donc j'ai vraiment trempé là-dedans, et je travaillais donc dans un bureau d'études à statut associatif, et donc on travaillait. Alors évidemment, je n'ai pas toutes ces photos, mais c'était des moments extrêmement riches. Sur beaucoup d'applications du solaire passif, low cost, donc en particulier pour toutes les populations défavorisées. Donc on faisait des workshops chez les Indiens Navarro, on faisait des workshops chez les wetbacks, c'est-à-dire les immigrés mexicains. Wetbacks, c'est quand ils avaient le dos mouillé parce qu'ils avaient traversé le Rio Grande à la nage. Et c'était donc ma familiarisation avec la pratique de l'architecture solaire passive. Alors tout ça sous le regard avec l'endroit où je travaillais, le conseil d'administration, c'était fait de gens comme Ed Mazria, comme Doug Balcom, comme des tas de grands pionniers et pontes, Steve Baer de l'architecture solaire en passive aux États-Unis. Oui, donc d'ailleurs Steve Baer c'était un de mes préférés aussi. Alors lui c'était manifestement le vrai ingénieur. Vous voyez, ça c'est sa maison. Alors ça c'est une maison solaire avec des murs d'eau, donc c'est vrai qu'au niveau architectural ça arrache pas mal, et au niveau confort thermique c'était absolument fabuleux. Et donc j'ai vraiment trempé là-dedans. Le gars que vous voyez en bas à droite, là, c'est le jeune Robert Seller à 25 ans qui est en train de tartiner l'endroit où il habitait, de la façade sud de la chambre où il habitait pour la transformer en autre room, sous le bienveillant de
de la dame qui me louait sa chambre pour $90 par mois. Et donc, voilà. Ce qui est en dessous aussi, c'est un bâtiment qui ensuite a été détruit, qui utilisait le même principe que la maison de Sylbert, avec des murs d'eau. Donc, vous l'avez compris, murs trombe, murs d'eau, tous ces trucs-là sont des choses qui... c'est pour ça que je suis content qu'en travaillant avec Jean-Luc Loriol à l'école d'archi, quand on réhabilite l'idée de ces murs trombes, de ces murs capteurs, qui sont des techniques assez sympas et assez efficaces. Personnellement, d'ailleurs, quand je suis revenu en France, je revenais quelques années après, mais je vais revenir. Ça, c'est les premiers projets sur lesquels j'ai bossé. Alors, en haut à droite, toujours moi, désolé, il y a la maison trombe d'Odeyeux, là, que j'avais visité pendant mon PFE, ça m'avait beaucoup inspiré. Et en dessous, vous voyez 3 petits projets, c'est parmi les projets sur lesquels j'ai travaillé quand j'ai installé mon modeste bureau d'ingénieur, car je revendique d'être un ingénieur artisan. Et voilà. Et donc, alors j'ai réussi quand même à convaincre ces 3 architectes, il y en a eu plein d'autres, mais ça c'est des photos que j'ai réussi à retrouver, à décliner ces murs capteurs à leur sauce. Donc il y a en bas à droite une crèche. Donc, alors on utilise le système du mur capteur, donc non ventilé, parce que j'avais entre guillemets inventé le mur non ventilé, parce qu'on s'était aperçu que ça marchait aussi bien, mais ça faisait pas de poussière, donc le mur capteur non ventilé. À gauche, c'était également une autre crèche, un architecte qui ensuite a arrêté l'architecture, je ne sais pas si c'est à cause de ça, donc qui s'appelait Denis Killian. Le bâtiment il marchait vachement bien, parce que derrière tous ces espaces-là, il y avait des dortoirs, du coup il ne fallait pas de lumière, il fallait de la chaleur. À l'époque, on n'était pas trop branché sur les RT, il y avait des réglementations thermiques qui étaient extrêmement faibles, néanmoins les bâtiments étaient très performants. Et en haut, donc, on avait également, vous voyez, à gauche, il y a également un mur capteur, donc avec 2 architectes. Je me suis rappelé que du nom d'un des 2, c'est tellement vieux, puisque ça a plus de 30 ans cette affaire-là. Tout ça pour dire que dès mon retour, j'ai, disons, appliqué un peu... j'avais pas encore trompé l'architecture, non, j'avais surtout... comment dirais-je, j'étais surtout préoccupé de la performance, soyons clairs. Le troisième de mes mentors, c'était donc Doug Balcom, qui lui est un éminent physicien qui venait du nucléaire et qui a monté le laboratoire à la Salamos à côté de Santa Fe, et qui était pour moi, pour avoir croisé des gens très très forts en matière de bioclimatique et de solaire passif, pour moi c'était vraiment le temps. C'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on essaie de trouver aujourd'hui, il avait déjà développé à l'époque. Sauf que malheureusement, tous les papiers qu'il a développés, ils n'étaient pas numérisés. Donc moi, j'ai des piles de papers sur des travaux absolument extraordinaires. Ça, c'est sa maison, assez connue, une maison assez symbolique. Il n'en était pas le concepteur. Le concepteur, c'est le couple qui s'appelait Wayne et Susan Nichols, qui sont toujours en activité d'ailleurs à Santa Fe. Une maison en serre, d'ailleurs, quand après j'ai fait ma maison, je me suis modestement inspiré de ce concept. C'était l'époque où on mélangeait un peu les technologies solaires passives et les technologies actives. À l'issue de quoi Doug Balcom avait dit mais en fait il faut garder tout passif parce qu'en fait finalement c'est ce qui marche de manière le plus fiable. Donc du coup comme on ne croit jamais forcément toujours ce qu'on vous dit, j'ai réessayé le même système. En fait vous voyez là il y a l'air chaud en haut de la serre est pulsé par un système de ventilateur pour ensuite aller chauffer un lit de cailloux qui est situé sur la partie nord du bâtiment. Donc c'était des choses qu'on faisait à l'époque. Et donc, alors évidemment, quand tu fais ça au départ, tu vas à fond, donc par exemple, tu fais pas attention sur le dimensionnement du ventilateur par rapport au tuyau, donc ça faisait trop de bruit, etc. Plein de trucs, disons toutes les conneries. Parce que l'idée finalement, c'est que je vous raconte plutôt les bêtises qu'on a faites. Et donc, en tout cas, cette maison-là était une belle référence. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de garder la maison de Balcom quand il partait en week-end, donc je la connais particulièrement bien. C'est également une maison qui, pour moi, avait vraiment de la gueule et qui fonctionnait bien aussi en termes d'usage. Donc en fait, il est aussi possible de faire du solaire passif, évidemment, si vous en doutiez, qui soit quand même de l'architecture. Peut-être un petit peu plus que ce que vous avez vu juste avant. Alors tous ces gens-là, ils n'avaient pas forcément inventé quoi que ce soit. Hein. Moi, j'ai tendance à dire qu'ils avaient un peu suivi les principes de Frank Lloyd Wright, parce que Frank Lloyd Wright, il s'est amusé à faire une des premières maisons solaires passives. Donc lui-même s'inspirant très certainement aussi de certains concepts de valorisation de la course du soleil, notamment les Indiens Anasazi, qui sur le plateau du Colorado, valorisaient, disons, le fait que le soleil étant plus bas, si on se met à l'ombre d'une falaise, on reçoit les rayons du soleil en hiver, et puis on en est protégé en été. Alors évidemment, c'était avant qu'on invente le système de vitrage,
Et du coup, on n'avait pas l'effet de serre, mais on gagnait quand même plusieurs degrés. D'ailleurs, avant eux, les Romains et les Grecs également utilisaient ces principes-là. Il y a une littérature assez intéressante là-dessus. Alors, pourquoi j'ai mis ces diapos? Parce qu'en fait, quand je suis rentré en France, j'ai travaillé dans un groupe de recherche qui s'appelait le GRET, qui était basé à Paris, mais grâce auquel j'ai énormément voyagé. Notamment, j'ai énormément voyagé en Afrique. Et alors, c'était intéressant parce que c'est une période sur laquelle j'ai continué à travailler sur l'architecture. Donc, à l'époque, d'ailleurs, on avait commis ce travail-là avec un architecte. On avait co-rédigé ce travail-là, ce bouquin-là, qui d'ailleurs est distribué qui est sous le manteau parce qu'il est devenu épuisé. Donc, j'ai des versions PDF que je donne à mes étudiants. On avait fait une espèce de récapitulatif de tout ce qu'on avait pu voir au niveau des bonnes pratiques sur le climatisme en zone tropicale, tropicale humide, tropicale sec, etc. C'était avant les outils de simulation. Et donc, l'architecte avec qui j'avais fait ça s'appelait Olivier Huette. Et donc, voilà. Et en même temps, je travaillais sur ce qu'on appelait les énergies domestiques. Alors, j'ai fait un petit arrêt là-dessus, parce que ça m'a énormément appris. Donc, c'était l'époque où il y a eu une prise de conscience au niveau humain qui disait qu'en fait, nous, on était dans le pétrole et dans le gaz, mais la moitié de l'humanité dépendait du bois-feu. Donc, il y a eu une conférence en 1981 des Nations Unies là-dessus. Alors, j'y avais été envoyé pour l'ONG à laquelle je bossais. Et à partir de là, j'avais continué à bosser évidemment sur l'architecture, mais en même temps, je travaillais sur les énergies domestiques. Donc je me suis retrouvé à bosser au Sénégal, en Sierra Leone, etc., sur ce qu'on appelait les fameux foyers améliorés. Donc on travaillait avec les femmes, donc on arrivait là, on pensait qu'on savait tout, en fait on savait que dalle. Parce que pourquoi les utiliser 3 cailloux, pourquoi nous on voulait faire des foyers en banco, c'était nous, on avait notre vision, ouais il faut économiser le bois, mais c'était la question était vachement plus compliquée, parce que quand tu fais un truc comme ça, déjà ça change le goût de la nourriture, etc. Bon. Donc, mais enfin, on a beaucoup appris. Donc, je ne sais pas si on a été utile. On a été utile au sens où je vois aujourd'hui, quand je retourne de Burkina Faso, qu'il y a quelques foyers métalliques qui correspondent à des concepts qu'on avait développés à l'époque, donc ça c'est rassurant. Et je voulais simplement revenir sur un petit gadget là, qui est assez intéressant. Vous savez ce que c'est ça? C'est un cuiseur solaire. Donc à l'époque, il y avait des tas d'organisations, notamment caritatives, vous savez, on arrive, on a sauvé le monde, qui nous envoyaient en disant ouais, on veut que vous installiez des cuiseurs solaires. Donc nous voilà partis en train d'essayer de faire la promotion des cuiseurs solaires. Et donc voilà, bon, enfin, on faisait une petite formation de sensibilisation. Puis quand on est retourné 6 mois après, je me rappelle une mission en République centrafricaine. En fait, ils avaient pratiquement tous disparu, sauf dans un endroit qui était une léproserie. Donc personne ne voulait aller dans la léproserie, donc moi j'y allais. Et puis après, à mon avis, c'est parce que je pense que les lépreux, ils avaient les doigts qui sentaient rien. Du coup, comme quand on prenait la casserole, comme la focale n'était pas parfaite, ça brûlait forcément, parce que ça avait concentré sur la poignée. Mais bon, comme ils n'avaient pas de sensibilité, en tout cas, dans la léproserie, ça marchait. C'est mon interprétation des choses. Et non, en fait, ça marchait aussi parce que à cet endroit-là, ils achetaient le bois, et en fait, parce que les femmes, effectivement, elles allaient chercher le bois à 3 km, ben, elles y allaient avec les copines, elles discutaient, vous voyez, donc nous, notre vision des choses, on va gagner du temps, mais en fait, bon, bref. Mais, et là, ce jour-là, j'avais appris quelque chose, parce que j'étais allé voir donc une famille dans laquelle on avait donné un cuiseur solaire, et la dame m'avait dit, non, le cuiseur solaire, on s'en sert pas, et elle m'avait fait rentrer dans sa case, et le cuiseur solaire, elle avait mis dans la case, elle a mis une bougie au milieu, et ça a éclairé la case, mais on aurait dit qu'on était à Versailles. Et là, j'ai un peu dit de main, j'ai dit, putain, là, vraiment, il y a quelqu'un qui m'a appris quelque chose. Avec mon cuiseur solaire dont ils avaient rien à foutre. Tout ça pour dire que l'enseignement que j'en ai reçu, vous voyez, 30 ans après, je m'en souviens encore, c'est que finalement, il faut quand même écouter l'usager, c'est la moindre des choses, et pas s'imaginer forcément que la technologie à laquelle on arrive. Donc je tenais à vous raconter cette anecdote, je ne sais pas si je suis dans le sujet ou pas. À cette époque-là aussi, et donc c'est marrant parce que c'est un grand cycle qui s'est fait, j'ai commencé à travailler au LADAC, donc toujours avec la même ONG. En même temps, j'ai commencé à développer mon modeste bureau d'études, cabinet d'ingénieurs, qui a vraiment démarré au milieu des années 80, mais en 83-84, j'ai commencé à aller en Inde sur un projet solaire passif. Là aussi, l'histoire, j'étais quand même forcément, comment dirais-je, programmé pour finir en école d'architecture. Enfin, je ne suis pas encore fini, mais... Puisque donc, quand j'étais dans le peu de temps que j'étais tout le temps en voyage, donc c'était vraiment un boulot super, parce que j'ai énormément appris. Le bilan CO2 à l'époque, on s'en foutait. Et donc, il y a un architecte qui venait de faire son diplôme de fin d'études sur l'habitat traditionnel, la réhabilitation de l'habitat traditionnel lalaki, en utilisant les murs trombes. Donc, bon, évidemment, moi j'étais le seul à savoir vraiment ce que c'était un mur trombe. Et quand il m'a mis son mémoire de PFE j'ai dit, bon, il faut qu'on monte un projet. Donc on est allé chercher de l'argent. À l'époque, il y avait de l'argent à Bruxelles, et on a monté un projet. Et on a fait des murs
des murs trombes, des murs capteurs. Alors ce qui est assez intéressant, ici quelques étudiants qui ont connu ça, c'est que dans un climat où il y a beaucoup de soleil en hiver, où il n'y a pas de bois, puisqu'il faut il n'y a pas d'énergie puisque ça doit passer de colle, il y a très très peu de bois, et donc une température extrêmement froide, le fait et une architecture en briques de terre crue, en terre, donc avec beaucoup d'inertie, il suffit, entre guillemets, c'est pas facile, mais il suffit de transformer la façade sud des bâtiments en mur capteur et d'isoler leur toiture, notamment avec de la paille, et on remonte les températures dans les bâtiments à plus de 10 degrés, ce qui, pour un d'acquis, est le confort optimal. Pour y avoir été en hiver, le matin, quand je me réveillais, l'eau était complètement solide dans la bouteille à côté de mon lit, donc ça vous donne une idée de la température. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai travaillé sur ce projet-là d'application solaire passive au bâtiment pendant quelques années, et puis bon, ensuite j'ai arrêté, j'ai continué à bosser essentiellement en France. Et en fait, 25 ans plus tard, on m'a demandé de retourner au Ladakh un jour pour parler à une conférence, et puis à la suite de ça, j'ai rencontré ce phénomène là, qui est au milieu, qui s'appelle Sonamongchuk, qui est un ingénieur indien, et qui lui-même a développé le solaire au service du développement de sa région et de sa région, en fait, puisque le Ladakh est une région du Jammu et Cachemire. Donc c'est quelqu'un qui a commencé et va continuer à faire parler de lui au niveau du développement, puisqu'il est en train de monter un projet d'université du Ladakh. Et donc c'est avec lui que, depuis les années 2014, on fait des workshops, architecture de terre et de soleil. Maintenant, Cratère vient de se mettre dans la boucle. Et il y a quelques anciens étudiants qui sont ici, qui ont participé donc à ce travail. Donc voilà, pour moi, c'est une espèce de boucle bouclée dans une autre région du monde. Je vous fais voyager, j'espère que vous n'attendiez pas à ce qu'on parle uniquement de projets dans le coin. Je continue donc ce voyage, mais je vais revenir. Un des premiers projets sur lesquels j'ai bossé, c'est ce que j'appelle le palais du facteur cheval de l'énergie solaire. En fait, c'est une association au fin fond de la montagne des Bouches-du-Rhône, et il y a un mec qui me dit « Ouais, je veux un bon ingénieur solaire. » Je ne sais pas, je sais pas si je suis bon, mais bon. Et puis, on commence à bosser sur un projet. Et je lui dis « Mais tu n'as pas d'architecte ?» Il me dit « Si, j'ai un architecte. » Bon. Première réunion, ils se mettent sur la gueule, l'architecte s'en va. Bon, je lui dis « Tu sais, il faut un architecte. » Il va rechercher notre architecte, troisième réunion, ils se mettent sur la gueule, et le deuxième architecte s'en va. Donc voilà le résultat. Donc, pour moi, c'est un peu le palais du facteur cheval. Hein. Donc, c'est-à-dire, en plus, c'est même pas top, parce que vous voyez, il y a même des phénomènes d'ombrage. Moi, je lui ai dit, le solaire thermique, il faut le mettre à 60 degrés, il a mis à 60 degrés, le solaire photovoltaïque, il faut le mettre plus pentu, il a mis plus pentu. Mais bon, je trouve que ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est à l'époque où il y avait beaucoup d'argent public, donc il y avait beaucoup d'argent public pour faire son truc. C'est simplement pour vous dire que je suis conscient que, a priori, il y aurait été architecte, on aurait pu faire, disons, quelque chose de, je ne sais pas comment dire. Donc voilà, j'aime bien, je suis allé sur le site de cette association, parce qu'évidemment, j'avais perdu toutes les photos, mais alors, la photo est récente, puisqu'elle est sur leur site, c'est un endroit aussi où ils font beaucoup de formations, de workshops, etc. Mais c'est un petit clin d'œil à mon ami Maurice, qui à l'époque m'a dit « On n'a pas besoin d'architecte ». J'ai dit « Tu sais, à mon ami, oui ». Bon, alors là, on saute beaucoup de dizaines d'années, parce que, encore une fois, les photos des années 80-90, j'en ai pas beaucoup. Et donc, on va passer en revue un certain nombre de projets. J'ai commencé par les projets en France, et puis après, on va aller un peu dans les départements d'outre-mer. Donc ça, on est déjà dans les années 90, fin des années 90, et puis c'était un peu une époque où le HQE commençait à monter son nez. Donc voilà, donc à l'époque, on faisait des bâtiments, là c'est avec deux archis, encore une fois je me souviens du nom de l'un, mais pas de l'autre. Ils n'étaient pas sympas. Ils n'étaient pas sympas. Ils n'étaient pas vraiment... enfin voilà, moi j'étais beaucoup sur le chantier pour veiller à ce que les pompes thermiques soient traitées, eux ils s'en foutaient, mais moi je ne m'en foutais pas des pompes thermiques, enfin voilà, quoi, donc je ne pense pas qu'à ça, mais quand même. Et en revanche, par contre, la maîtresse d'ouvrage, qui était une infirmière, donc c'était une maison de retraite à Fréjus, là on est au milieu des années 90, c'était un des premiers projets labellisés, HQE, etc. Donc on avait assez plutôt bien décliné les principes passifs, vous voyez, le catage sud, les briques soleil, etc. Bon, et tout ça c'était bien. Ce qui était top d'ailleurs, c'est les seconds jours. Donc des choses. Encore une fois, je parle de ça parce que c'est vrai qu'on normalement on travaille avec des archives, en fait ils n'étaient pas à fond. Donc tout ça pour dire que, peut-être l'ingénieur de temps en temps il apporte une petite touche.
Ce qui est encore pire dans cette affaire-là, c'est ce que vous voyez au milieu. Qu'est-ce que c'est que vous voyez au milieu là? C'est le fameux puits canadien. Le puits canadien. Et quand vous descendez, alors nous on avait appliqué les principes, 3 mètres de profondeur avant quoi. Et qu'est-ce qu'il est arrivé d'après vous à ce puits canadien? Ben, il s'est rempli d'eau. La nappe était beaucoup plus basse, mais le problème c'est pas la nappe, le problème c'est les infiltrations. Quand tu fais un trou, même si tu rebouches et que tu dames, la terre a envie de venir. Et comme tout ça c'était manchonné comme on a pu, le puits canadien s'est rempli d'eau. Tout ça pour dire que, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, les démarches environnementales, c'est quoi? Toiture végétalisée, photovoltaïque. Bon, à l'époque, c'était puits canadien et je sais pas quoi. Donc, alors on en a fait des puits canadiens, je pourrais vous en montrer si j'avais les diapos, on en a fait au moins une quinzaine. Et on en a fait un paquet qui marchait, mais ceux qui marchaient, c'est pas ceux qui étaient enfouis à 3 mètres sous terre, c'est ceux qu'on a fait au niveau du sol et qu'on a ensuite enfouis par 3 mètres de terre. Ce qui est beaucoup plus logique en termes de... Voilà. Alors, tout ça pour rafraîchir une salle. Je ne vous dis pas si la DSDS était passée, la DAS, comment dirais-je, le taux de mortalité n'a pas augmenté dans la maison de retraite. Mais, alors, non, ce qui est toujours intéressant, c'est de parler des conneries qu'on a faites, parce qu'on est sûr quand on a fait des conneries, on n'est pas sûr quand on n'a pas fait de conneries. Les seules choses dont on est certain dans la vie, c'est les choses qu'on a échoué. Ça permet de rester les pieds sur terre. Donc, différents petits projets, encore une fois, c'est des projets qui ont 15-10 ans. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Yves Perret et Dominique Fary donc, sur le nature terre de Sérignan. Donc là-dessus, on avait travaillé sur la lumière, sur la protection solaire, etc. Un certain nombre de choses sur lesquelles on avait été relativement écoutés, donc ça faisait plaisir. Alors, de plus en plus, moi, j'ai développé mon activité autour du concept d'ingénieur bioclimatique. Alors, ça s'appelle aussi ingénieur qualité environnementale, etc., etc. Mais dans pas mal de projets, j'étais plus ingénieur thermicien, c'est-à-dire c'est plus moi qui étais chargé de la thermique, des tuyaux, etc. Et sur ce projet-là, je me souviens, et je ne dirai pas le nom du bureau d'études thermiques, c'est des copains, mais j'avais dit, mais c'est bizarre quand même, la chaufferie elle est 4 fois trop grosse. La chaudière était 4 fois trop grosse. Ah ouais, mais tu comprends la réglementation, tout ça. Donc en fait, le bâtiment a été livré, c'est un bâtiment solaire passif qui marche très très bien, beaucoup d'inertie. Bon, pas mal d'étudiants le connaissent ici, on l'a visité, donc on s'est avéré à la fin que je m'étais trompé, la chaufferie n'était pas 4 fois trop grosse, elle était 8 fois trop grosse. C'est-à-dire qu'on aurait pu éviter la chaufferie, une chaufferie à plaquettes, enfin, globalement l'essentiel de la consommation de la chaufferie. Donc tout ça pour dire, alors à l'époque, on commençait à avoir des moyens de simulation dynamique. Ça montre aussi que les calculs réglementaires, c'est, comment dirais-je, c'est nettement insuffisant pour simuler des bâtiments dans leur fonctionnement réel. Oui, tout ça pour dire aussi que peut-être certains voient le métier d'ingénieur comme quelqu'un qui est là pour faire des calculs réglementaires ou faire des calculs normatifs ou vérifier des choses. Nous, on essaie de se positionner très très modestement, encore une fois, à côté des architectes pour les aider à, disons, quantifier ce qui est quantifiable en respectant l'architecture. Donc là, c'est un autre exemple. Là aussi, je peux vous parler des conneries, des trucs qui marchent sans doute, mais des trucs qui ne marchent pas. On avait gagné ce concours-là, c'est un lycée à Montélimar. Il y a quelques années, le chantier a duré longtemps parce que c'était une opération à tiroir, avec 2 architectes, un Marseillais qui s'appelle Romain et l'autre local qui s'appelait Flandin. On nous demandait de faire une serre horticole, dans un lycée horticole dont une partie a été démolie, l'autre reconstruite. Et en fait, nous, on avait gagné le concours, je pense, parce qu'on avait intégré la serre horticole, sachant que cette serre-là pouvait à la fois permettre de faire pousser des semis et en même temps de chauffer les salles qui étaient à côté. Donc voilà, bon, c'était un projet plutôt sympa. On avait expérimenté des trucs assez sympas, notamment des systèmes de vitrage, disons, à luminosité modulaire. La marque c'est Ocalut, donc dans l'épaisseur du vitrage, il y a une petite système qui tourne et qui peut permettre d'occulter l'apport et également de servir en isolation nocturne. En revanche, ce que à l'époque j'avais un peu négligé, parce que là aussi, quand tu fais un lycée horticole, ben, normalement il faut être horticulteur. En tout cas, il faut écouter les horticulteurs. Et on n'avait pas trop fait gaffe, mais une plante, quand tu veux commencer à lui mettre des panneaux rayonnants dessus, ça obstrue le soleil. Ensuite, moi j'avais dit, bon, ben, en fait, on va pas forcément vitrer toute la toiture, parce que quand même, on va perdre beaucoup au nord, donc j'avais rendu opaque. En fait, les plantes, elles n'ont pas trop aimé, quoi. Alors on savait, on n'a pas trop aimé parce qu'elle faisait de la tige, elle montait très rapidement, on le cherchait le peu de lumière. Alors on a un peu rattrapé le coup en peignant les murs de manière très très blanche, mais tout ça pour dire qu'encore une fois, bon, ben, on veut sauver la planète, on veut faire des économies d'énergie, on va être très performant, mais il ne faut pas oublier l'usage.
Donc voilà, alors bon, on s'en est quand même pas trop mal servi. J'ai l'impression qu'ils n'arrêtent pas chaque année de remonter les endroits où ils plantent pour se rapprocher de la lumière. Je pense qu'ils vont démonter quelques-uns de mes panneaux rayonnants, mais bon, c'est un projet assez sympa. Ah oui, ce qu'on a expérimenté aussi, parce que ouais, je ne pense pas à tous les trucs, il faut que je vous dise un peu tous les trucs, des systèmes tiens, Jean-Luc connaît ce système-là, des systèmes de motorisation sur le confort d'été, des systèmes pivotants de motorisation pour ventiler. Ce qui fait qu'on a une serre qui est extrêmement agréable en termes de confort d'été, et pour y bosser, on ne monte pas à 35 degrés. Les châssis horizontaux en toiture sont fixes. En revanche, donc, sur les côtés de la chapelle, on a motorisé les ouvrants. Toujours des projets en France. Notre projet en France, j'ai beaucoup travaillé à Lyon. Pourquoi à Lyon? Parce qu'il y a un endroit où on appelle beaucoup d'ingénieurs sur la qualité environnementale. Donc ça, c'est un des projets faits avec l'atelier Thierry Roche, donc, qui sont beaucoup dans le verdissement, dirait Jean-Luc. Ce qui est intéressant sur cette opération-là, c'est que c'était une des premières opérations où on livrait les bâtiments avec une notice usagée. En fait, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre, mais je me suis aperçu a posteriori qu'effectivement c'était indispensable de dire aux gens, vous savez, quand il fait trop chaud, il faut ouvrir la fenêtre, et quand il fait trop froid, il faut la fermer, etc. Et parce que ce que vous voyez là, ce sont des serres, en fait, des jardins d'hiver. Et on s'est aperçu évidemment au bout du premier été, on a fait une enquête de confort. D'ailleurs, j'avais un de mes étudiants il y a quelques années, il y a 7 ou 8 ans, qui avait fait son mémoire là-dessus, que les gens en fait ne savaient pas gérer les espaces serres. Parce que une serre, il faut soit ouvrir les ouvrants entre la serre et le logement quand il fait chaud en hiver, quand il y a du soleil. Il faut ouvrir les ouvrants extérieurs en été, sauf que les gens qui habitent au rez-de-chaussée ne voulaient pas ouvrir les ouvrants extérieurs. Donc, bâtiment passif, disons, occupant actif, mais dans l'occupant actif, il y a des voies, des réflexes qui, disons, dépassent l'optimisation du comportement thermique. Donc, on avait beaucoup appris avec cette opération-là. Par la pédagogie et parce qu'on avait une copropriété avec un président qui était actif, on s'en est bien sorti. C'était un projet qui était BBC tout ce qu'on veut. Autre projet également à Lyon, donc autour de cette conception environnementale poussée qui est très très demandée par la ville de Lyon, donc l'agence Techné. Donc là c'est un projet sur lequel également on a mis en place un certain nombre de choses assez sympas, comme des systèmes de ventilation nocturne donc, traversant donc, avec des systèmes oscillobattants, à la fois dans les fenêtres extérieures et puis aussi dans les cloisonnements sur les couloirs, donc ce qui peut poser un problème de sécurité incendie. Il faut raisonner par zone, disons, de 400 ou je ne sais plus combien de mètres carrés. C'était un projet où on réhabilitait un vieux bâtiment et en même temps on faisait une extension. Il y avait tout un dispositif de protection solaire, etc., assez sympa. Certaines fixes, d'autres mobiles, évidemment. Et c'était la première fois qu'on expérimentait à Lyon l'utilisation, parce qu'à Lyon il ne fait pas chaud longtemps, mais il fait chaud un mois ou deux, l'utilisation de brasseurs d'air dans une école en France. En tout cas, moi c'est la première fois qu'on faisait ça. Et l'appropriation a été plutôt bonne, la directrice était plutôt contente. C'est là que j'ai eu également une deuxième leçon d'appropriation, c'est que lorsqu'on installe les brasseurs d'air, on pense que c'est pour faire de rafraîchissement. Et là, je m'étais aperçu un jour qu'on avait une réunion post-usage, que les femmes de service utilisaient les brasseurs d'air quand elles avaient nettoyé le sol pour sécher. Et donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, l'appropriation qu'on peut faire, puisque quand on ventile, ça sèche plus vite. Du coup, elle pouvait certainement plus rapidement passer à la suite. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'était, oui, parce que je ne vous parle pas forcément beaucoup de technique, c'était à mon avis, pour moi, c'est la dernière école qu'on a faite en mettant de la ventilation double flux. On avait mis de la ventilation double flux, c'était beaucoup imposé par le cahier des charges, tu vois, Jean-Luc Nul est parfait, et qu'il y a eu du bruit à côté, etc. Et en fait, on s'est aperçu, là, en regardant, les consommations thermiques, elles sont parties un peu hautes, elles sont redescendues à ce qui était prévu, c'est-à-dire 47 ou 48 kWh. En revanche, la consommation d'électricité était très très importante, beaucoup plus importante que prévu. Globalement, d'ailleurs, la consommation d'électricité était plus importante que la consommation thermique. Donc, tout ce qui est système double flux, ça consomme quand même beaucoup d'électricité, même si on met des horloges, etc. Donc, à l'avenir, en tout cas, maintenant, on réfléchit à d'autres dispositifs que la ventilation double flux, même si on est en zone relativement bruyante, puisqu'il y avait le train qui passait derrière. Ce qui a d'ailleurs été le cas donc, sur une autre opération à Lyon,
qui est en chantier, là, les photos, le chantier est en train d'être fini, mais ça fait un moment que je n'y suis pas allé. Donc malheureusement, c'est les photos du concours et de la phase d'après. Un travail avec l'atelier de la Passerelle, qui est une agence de Lyon d'ailleurs, qui a embauché également une de nos anciennes étudiantes. Un travail assez sympa et assez fin sur la protection solaire, avec des choses assez marrantes, où il faut à la fois la protection solaire avec des lampes qui ont la bonne orientation, mais qui en même temps protège protège de la vue, pour des raisons d'intimité, donc ça tombe, parfois ça tombe bien que la course du soleil soit dans le sens opposé de celui de la vue. Et puis on avait donc prévu au départ des systèmes de ventilation naturelle qui vont se terminer avec des systèmes de ventilation naturelle assistée, des systèmes VTI qui sont fabriqués à côté d'ici. Qu'est-ce que c'est? C'est la ventilation naturelle assistée. Donc c'est naturel quand il y a assez de vent, et puis c'est assisté. Cette thématique de la ventilation, c'est une thématique importante et qui, pour revenir à ma première diapo, pourrait fabriquer une belle architecture qui serait débarrassée effectivement de ces systèmes mécaniques. Ça m'arrive aussi de faire des concours avec des architectes beaucoup plus connus que les obscurs que vous avez vus avant. Donc là, c'est un concours qu'on a malheureusement perdu, mais là où j'étais très content, et apparemment ils étaient contents aussi, c'est qu'on a vraiment décliné sur ce rôle d'expo les principes fondamentaux des systèmes de chaîne. Et on est vraiment triste d'avoir perdu ce concours, parce que je suis sûr que c'était le meilleur projet, évidemment. Et où on arrivait, on a fait des simulations en phase concours, parce que quand on fait des concours comme ça, donc en particulier avec des équipes bien costauds, on essaie d'être crédible. On réussissait à mettre ce bâtiment dans des conditions d'ambiance extrêmement confortables la majorité du temps. Et la majorité du temps dans les expos, c'est les moments de démontage et de montage. Et dans les halls qui étaient à côté, ils utilisaient plus de la moitié de l'énergie, les 3/4 d'énergie, pour chauffer les espaces, simplement pour monter et démonter, parce que les gens, il fallait pas qu'ils aient 5 ou 6 degrés. Donc avec un système de chaîne nord et sud, donc on captait la lumière du sud, puisqu'on avait des chaînes, et puis le soleil du sud et la lumière du nord, et donc on arrivait à des températures extrêmement confortables, en tout cas au-delà de 12 degrés, qui permettaient aux gens de monter et démonter leurs expos. En fait, je pense qu'on a perdu le concours parce qu'ils n'ont pas fait confiance en le fait qu'on était capable d'obturer tout ça, parce qu'évidemment, il fallait en même temps, quand on faisait des conférences dessous, obturer tous ces systèmes-là, avec des systèmes mobiles. Pour revenir à des choses beaucoup plus petites, je retourne dans mon village natal, et où donc là c'est un travail qui a été fait avec mon frangin, j'ai un frère qui est architecte, encore une fois, j'ai vraiment trempé dedans, et qui a fait un bâtiment assez propre pour une entreprise, donc l'histoire est mignonne, donc je la raconte, je me mets au coin nu, vous savez, moi donc... c'est une entreprise du village, une entreprise historique qui fabrique des pièces métalliques, moi j'habite dans les Bouches-du-Rhône, et qui a dit je veux faire mon bâtiment avec un architecte du village et un ingénieur du village. Donc c'était pas compliqué, les architectes il y en avait deux, les ingénieurs il y en avait qu'un. Et donc il nous a fait bosser là-dessus, donc il a fait un bâtiment assez clean, en bois, tout ça, parfait, écologique, laine de bois, etc. Et puis en fait c'est une petite usine de machines, enfin qui utilise des machines-outils pour transformer les pièces. Mais lui, il voulait vraiment tout écolo, donc il voulait par exemple sa chaudière à granulés, etc. Je lui ai dit, mais tu sais, en fait, il y a tellement de machines, on est tellement isolé que tu ne vas jamais utiliser la chaudière à granulés, ce qui s'est avéré vrai. Donc il a utilisé 50 kg de granulés dans l'hiver pour un bâtiment qui fait 400 mètres carrés. Mais comme il voulait également être très confortable, donc on a mis un système en été, on a mis un système actif de refroidissement adiabatique. Je ne sais pas si certains connaissent ce système-là, c'est le même système que les peltières, donc de manière active, donc on a de l'air extérieur chaud et sec, qui traverse une membrane, une natte qui est elle-même humidifiée et qui rafraîchit cet espace-là. Donc ils sont extrêmement contents, ils consomment 15 mètres cubes d'eau en été, et donc les machines suffisent à chauffer le bâtiment en hiver, et donc le système adiabatique à le rendre confortable en été. Ça c'est ma maison, c'est une maison bioclimatique donc début des années 90. Elle est bioclimatique, mais elle n'est pas biosourcée, donc elle est plutôt béton. Donc en revanche, elle utilise évidemment le soleil selon les principes que vous avez déjà vus tout à l'heure, c'est-à-dire le principe de la maison de balcon. On change de continent, on va à La Réunion, et donc j'ai eu la chance dans mon travail, c'est vrai aussi parce que je m'étais, disons, commencé à être formé à l'architecture tropicale quand j'ai commencé à bosser, quand je suis revenu en France au début des années 80. Ça, c'est une aventure assez intéressante avec un architecte marseillais exporté à La Réunion. La première fois que je l'ai vu, c'était à la Stark, et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était là-bas. Il avait fait, disons, il s'était installé. Donc, une extension assez sympa entre une partie ancienne
en pierre dure, donc il a simplement repeint en blanc et il a mis des brissolets. Et puis une partie neuve, une boîte légère. Alors on a eu un énorme débat sur ce projet-là. On a commencé par avoir un débat sur le petit patio intérieur. Lui, il voulait des vitrages horizontaux, donc j'étais hyper content de lui expliquer que, et puis il m'a écouté. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé les petits schémas à la main qu'on avait échangés à l'époque. Donc vous comprenez quand même que si on a une surface vitrée horizontale entre ces deux bâtiments, on va prendre le soleil plein pot. On a fait un système de capteur à vent qui marche très bien parce que le bâtiment n'est pas climatisé une très très grande partie de l'année. On voulait qu'ils soient climatisés toute l'année. Le maître d'ouvrage donc nous le demandait. Nous on a dit qu'on pouvait fonctionner à l'île de la Réunion uniquement 4 mois avec la clim. Et il y a pas mal de gens qui nous disent mais pourquoi vous avez mis la clim? Parce que finalement on pourrait tenir toute l'année sans clim. Donc un projet assez intéressant qui à l'époque était à 36 kWh/m², qui était le plus faible consommateur de l'île de la Réunion. Avec cet architecte, on a également fait un autre projet dans les Hauts de la Réunion, donc un endroit qui s'appelle la plaine de Cafre, qui est à 1500 mètres d'altitude, et où le climat en fait est assez semblable à celui qu'on a ici. Vous savez qu'en zone tropicale, dès qu'on monte, enfin partout d'ailleurs dès qu'on monte, on perd 1 degré tous les 150 mètres. Et donc là, on a fait une réhabilitation de logements sociaux, donc ambiance chalet, c'est assez sympa avec des serres, etc. Notre projet qui marche plutôt bien, c'est assez intéressant, c'est un projet sur lequel on travaille avec l'ONF pour approvisionner les gens en bois. Et donc l'appoint au chauffage se fait avec des systèmes de poêle à bois. Parce qu'on avait vu que les familles avant, traditionnellement, chauffaient au bois dans des bâtiments qui étaient conçus. Il n'y a pas de réglementation thermique dans le département d'Outre-mer. Il y en a une qui vient d'arriver il y a quelques années à peine, sur lequel d'ailleurs on avait beaucoup travaillé dans les années 90. Donc voilà, donc les gens avaient froid, il y avait beaucoup d'humidité, on rentrait dans les maisons, les murs étaient couverts de moisissures. Et donc on a fait ce projet-là qui était à l'époque assez pilote. Le maître d'ouvrage s'appelle Sodégis, qui a d'ailleurs embauché également une de nos anciennes étudiantes. Ça c'est un projet assez sympa, fait avec les architectes Franck Brasselet et Frédéric Pujol en Guyane. Donc un projet avec une aile en bois, une aile en métaux, une aile en bois totalement en ventilation naturelle. L'IUFM, donc en fait ça ne s'appelle plus l'Institut universitaire de formation des maîtres, aujourd'hui ça a changé de nom. Un projet assez sympa, très travaillé, beaucoup travaillé en protection solaire, beaucoup travaillé en lumière naturelle. Le temps passe, donc je speed un peu. Qui est très très performant, on continue à le suivre des années après, par rapport à un certain nombre de réglages. Là, vous avez une ambiance de l'espace intérieur. On a mis en place beaucoup de dispositifs de premier jour, de second jour. C'est un bâtiment qui est particulièrement performant, notamment en termes de qualité de lumière naturelle, qui est une thématique qui est absolument passionnante et qui est vraiment à l'interface entre l'ingénierie et l'architecture, entre l'architecture et l'ingénierie. Un autre projet aussi, ici, qui est très intéressant, qui a été très pédagogique et qui a reçu plein de awards, machin, mais notamment COP22, je ne sais pas quoi, qui est fait donc avec 4 architectes guadeloupéens et un architecte guyanais, qui est le Parc national de Guadeloupe. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a mesuré le sens du vent pendant des mois, parce qu'en fait, il y avait la soufrière qui faisait que l'Alizé ne venait pas dans le même sens, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Ce qui était intéressant aussi, là, vous voyez cette réunion en bas à droite, où on est en train d'expliquer au personnel, on est en phase APD, et on dit voilà, vous voulez la clim, vous voulez pas la clim. Vous voulez avoir 25 degrés tout le temps, parce que si vous voulez la clim, eh bien, il n'y aura plus de bois. Il n'y aura plus de bois, il n'y aura plus de végétalisation, parce qu'on dépasse le budget de 15%. Si on ne fout pas la clim, je vous garantis qu'il y aura entre 12 et 17% du temps, par des simulations thermodynamiques, que vous aurez un peu chaud. Mais on vote. Et ils se sont regardés, ils ont voté à l'unanimité, pas la clim. Donc on a fait notre projet comme on a voulu, avec du bois, avec du végétal, etc. On n'a pas déshabillé les lots techniques, etc. En fait, en cours de route, on a perdu les protections solaires, donc il a fallu, certaines protections solaires, il a fallu que je rame comme un malade pour aller chercher les fameux certificats d'économie d'énergie que l'architecte ne connaissait pas, pour que EDF nous refile du fric parce qu'on avait perdu quelques protections solaires. Mais on a réussi à les récupérer, donc vous voyez, je sais pas, 8 ou 9 missions à l'île de la Réunion, à l'île de Guadeloupe, je ne vous dis même pas les honoraires par rapport à ça, on s'en fout. N'empêche que ce jour-là, j'étais vraiment content de moi, parce que le fait de leur dire, écoutez là, il va y avoir des moments où vous aurez 28, 29 degrés, on va être un peu...
Alors, c'est vrai, là où on est bon, c'est que le site est hyper calme, ça s'appelle le confort global. On entend les oiseaux, il n'y a pas de bruit, c'est vraiment paisible. Donc, si tu es un peu chaud, tu es moins stressé que si tu as la même température quand tu es au bord du boulevard ou en plein centre de Pointe-à-Pitre. Ça, c'est simplement juste anecdotique sur toutes les thématiques. À quoi sert un ingénieur? Un jour, il y a quelqu'un de l'ADEME qui me dit, qui bossait à Mayotte, qui me dit on est en train de faire un bâtiment, mais je crois qu'il y a des conneries. Alors, l'architecte, vous ne savez pas qui c'est, donc c'était un Marseillais. Et l'homme qui travaillait à Mayotte. Donc il ne savait pas que Mayotte c'était l'hémisphère sud. Du coup, il a mis les protections solaires du mauvais côté. Donc enfin, je vous jure, je ne dis pas du mal. Hein. Donc on a remis les protections solaires du bon côté. Donc vous voyez, bon, ça a payé ma mission. Et puis le deuxième truc, il me dit ouais, mais tu ne crois pas que la clim, je sais pas, 325 kW froid, c'est trop. Donc je regarde, bon, à Mayotte, c'est tranquille. Hein. Et donc je regarde l'usage des salles, les bureaux, la salle de mariage, la salle du conseil municipal. Et puis donc, je m'aperçois qu'ils avaient supposé que tout le monde marchait en même temps. Et en fait, les mariages, le conseil municipal et le bureau, c'était jamais en même temps. Du coup, on a diminué la puissance de clim par 3. J'avais largement payé ma mission. Donc voilà, j'ai simplement un ingénieur, ça peut servir à calculer une clim juste comme il faut. Et surtout qu'en plus, j'ai rajouté les brasseurs d'air et à mettre des protections solaires de mon côté. Le mieux, c'est quand c'est pensé de manière intégrée. Voilà. Le collège du Robert en Martinique. Donc, ce projet-là, donc c'est un projet qui n'était pas très original en termes de matériaux, mais on a énormément travaillé sur la protection solaire et sur la lumière naturelle aussi. Bon, il y a un certain nombre de dispositifs, en particulier ces systèmes de louvre où la partie haute est vitrée, où la partie basse est opaque, de manière à ce que lorsque le soleil est rasant, donc la lumière rentre par le dessus, mais le soleil qui est plus bas ne rentre pas. Et là, ce que vous voyez, c'est pareil, c'est un truc, on nous demandait d'être hyper bon au niveau des déchets de chantier. Sauf que les déchets de chantier, ceux qui les génèrent, ce n'est pas les directeurs des boîtes, mais ce sont les ouvriers. Du coup, on expliquait, c'était une réunion qui était le vendredi après-midi, après on avait pour anti-poche, où on expliquait, voilà, les déchets de chantier, pourquoi c'est important de foutre l'acier dans les bennes à acier plutôt que de l'enterrer. Et d'ailleurs, on a eu un taux d'amélioration de la récupération des déchets de chantier, simplement parce qu'on a passé plusieurs réunions à discuter avec les compagnies. Un petit bâtiment aussi que j'aime beaucoup, qui a été fait donc avec un couple d'architectes fabuleux qui s'appelle Claire Lallier, et son Marie-Pierre Clément, qui une petite école à Waiagat, dans la montagne de Kanaki, où là il y a vraiment la totale en matière de qualité environnementale, mais vraiment la totale qui a du sens quand même. Une architecture en terre et en pisé, une isolation en copeaux de bois qui sont les résidus du chantier bois. Et l'architecte, comme ça passait pas, il a fait l'électricité lui-même parce qu'il n'y avait pas d'argent pour l'électricité. Et donc les copeaux de bois, il a fait quelques réservations pour aller vérifier comment ils vieillissent. Il a mis de la chaux dedans pour qu'ils ne vieillissent pas trop, et tous les 2 ans il va vérifier. Et ma foi, le copeau de bois, il n'y a pas d'avis technique. Le maire, c'est un fausseur, puisque c'est celui qui a succédé à Chibaou. Et à l'avant. Et en fait, les gens, ils ne sont pas contents. Enfin, ils disent c'est super, mais tes fruits, il fait un peu froid. Donc c'est assez intéressant de voir qu'un climat tropical, les gens parfois ils ont un tout petit peu froid. Il suffit juste qu'ils ferment évidemment dans ce cas-là les jalousies. Et c'est bon, donc c'est beaucoup plus facile, disons, c'est beaucoup plus difficile d'avoir du confort d'été que du confort d'hiver dans ces endroits-là. Je change d'endroit parce que j'ai bientôt fini mon temps, là, et je pourrais vous emmener un tout petit peu dans un endroit où j'ai passé une dizaine d'années à pas mal bosser. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien ou mal bossé, mais en tout cas on a beaucoup bossé. J'ai même pas eu le temps de traduire les diapos, je suis allé les extraire d'un blabla qu'on avait fait un jour là-dessus, avec mon ami architecte qui s'appelle Alain Hénard, qui était également prof à la Villette. Et donc on a arpenté le nord de la Chine pendant une dizaine d'années. Je me suis arrêté à cause de l'école d'archi, parce que c'était en 2009. Et on faisait plusieurs missions par an, et on a travaillé sur plein de projets. Et celui qui avait le plus de sens, c'était les projets de maisons rurales chinoises, donc avec les villageois. Et donc voilà, les maisons rurales chinoises, historiquement, au fin fond de la Mandchourie, il fait moins de 30 degrés. On a des maisons en briques de terre, pas forcément complètement jointives. Quand ils font des maisons en béton, c'est encore pire. Les combustibles utilisés, c'est avant tout de la rafle de maïs et du bois, sauf qu'à partir du mois de décembre, ils n'en ont plus. Du coup, ils achètent du charbon et on se retrouve dans une situation où des familles chinoises en Mandchourie, parce qu'en Chine, c'est que pour la ville. Je veux dire, l'argent, dans la campagne, il n'y va pas, quoi. Donc on a des familles qui dépensaient 15 ou 20% du budget familial pour acheter du charbon. Et donc nous, on est arrivés avec, comment dirais-je, notre envie de donner un coup de main à ces villageois.
Et on a donc apporté certaines réponses d'économie d'énergie et d'amélioration de la conception thermique. Historiquement aussi, les gens se chauffent avec le système du Kang, donc, qui est un système de cuisinière dont la fumée d'évacuation passe sous le lit, qui est le lit familial. Quand tu vas dormir là-bas, tout le monde dort ensemble. Donc si tu passes la nuit là-bas, tu dors avec tout le monde. Et c'est sympa. Bon, sauf que tout le monde il fume beaucoup de cigarettes, et comme ils ne ventilent pas parce que ça fait froid, tu passes la nuit dans une drôle d'ambiance de fumée froide. Enfin. Et donc, notre satisfaction de... Alors, c'est assez intéressant. Donc, ça, c'est les maisons modernes qu'ils faisaient avant qu'on arrive. Est-ce que vous voyez là, tout ça, là, ce que c'est là? Ça, c'est les ponts thermiques, oui. Quand il fait moins de 30 dehors, même si tu fais 10 dedans, ben, le mur est à moins 10. Quoi. Plus 10 moins 30 égale moins 10. Donc, nous, on a travaillé évidemment sur la solution. Vous voyez, tous ces... J'ai vu même parce qu'on travaille sur des logements sociaux aussi, j'ai vu des logements sociaux dont les pignons entiers étaient couverts de gaz. Entiers. Alors, tout ça avec des systèmes de chauffage collectif, des systèmes en alimentation en parapluie, enfin un truc abominable. Donc voilà, modestement, on a travaillé sur l'amélioration. Donc, traditionnellement, ils utilisaient des panneaux de roseaux tressés qui faisaient 8 cm, donc on a amélioré ces bâtiments-là, avec donc différentes techniques d'isolation, avec des maçons du coin. Et donc, le premier hiver, le deuxième hiver, le troisième hiver, donc les gens venaient nous dire, c'est sympa, puisque cet hiver, on n'a pas acheté de charbon, on a eu assez de rafles de maïs pour se chauffer, donc bingo, on était hyper contents. Et puis, je me souviens d'une dame qui disait, ce qui est super, c'est qu'on n'avait pas froid aux pieds. Ben, évidemment, quand il fait moins 30 dehors, le sol il était à moins 10, et nous, on avait, alors il n'y avait pas de chose, vu qu'on avait foutu du polystyrène, mais ils étaient assez contents. Alors après, je vous passe sur les détails, le polystyrène volé, enfin, tous ces trucs-là, évidemment, tout n'était pas, disons, un long fleuve tranquille pour ce projet-là, parce qu'il y avait énormément aussi de corruption en Chine rurale. Donc, bon, des détails techniques de conception, voilà, je passe rapidement là-dessus. Oui, c'est un truc assez sympa qu'on avait fait aussi, là aussi qui avait été discuté avec, principalement les femmes, c'est que pour faire marcher leur système de Kang, donc de cuisinière, qui était au nord de la maison et dont la fumée passait sous le lit qui était lui au sud, ils étaient obligés d'ouvrir une fenêtre ou d'entrouvrir une porte. Du coup, nous, on avait simplement développé un système de tuyaux qui alimentait directement la combustion là-dessus. Donc il y avait un gros débat au niveau du registre pour donc faire marcher ce système-là. Donc là, vous voyez simplement mon ami Alain avec son amie chinoise, et puis mon ami dont le surnom c'était Mao Zidane. Mao parce qu'il ressemblait à Mao, et Zidane parce qu'il voulait toujours que je lui amène des posters de Zidane signés de la même Zidane. Et j'ai jamais réussi, donc... C'est bientôt fini, donc dans ce parcours-là, j'ai été amené à rédiger un certain nombre de travaux. Un des travaux qu'on a rédigé, de recherche qu'on a fait à l'époque avec Feu, mon ami Pierre Diaz Pedregal, donc, qui n'est plus avec nous, qui était un brillant ingénieur agrégé de lettres classiques. Waouh! C'était adorable de bosser avec lui, mais alors chaque fois que tu écrivais un truc, on discutait 2 heures pour savoir s'il fallait un point ou un point virgule. Et puis Jean Louisard, mais Jean Louisard, il a mis son nom, mais il n'avait rien foutu. Jean Louisard, c'était quelqu'un de l'école d'architecture de Marseille. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on parle du BBO, mais en fait il existait avant le BBO un coefficient qui s'appelle le coefficient B. C'est une époque assez libertaire où on pouvait, c'était après 81, où on pouvait développer des méthodes de calcul réglementaires. Il suffisait de développer une méthode donnée au ministère, qui tu mets des stampilles dessus. Cette méthode Bessol, en fait, c'était la traduction et l'amélioration version française de la méthode de mon ami Balcom du Los Alamos que j'ai rencontré en 1980. Donc c'est une méthode d'aide à la conception parce qu'on pouvait faire des calculs et puis itérativement on pouvait vérifier en bougeant différents curseurs la performance qu'on avait au niveau du concept bioclimatique du bâtiment. Après moi, mes sources d'inspiration, je vais dire mes livres de chevet, ce que j'ai tout le temps en tête quand je travaille ou quand je réfléchis, c'est des choses comme ça qui sont à la fois très fondamentaux du solaire passif. Ça fait partie des bouquins que je donne à mes étudiants, des valeurs sûres comme le travail d'Olgier. On connaît beaucoup Guivoni, on connaît beaucoup Fanger, on connaît beaucoup moins Victor Olgier qui a fait un bouquin extraordinaire. Je ne sais pas comment faire sur les diaporamas quand il y a la photo en travers pour la remettre à droite. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Voilà le travail aussi de l'immense Guivoni. Et puis, bon, évidemment, aussi, je suis un fanat de Illich, de gens comme ça,
Énergie, équité ou la convivialité. Un excellent bouquin aussi, L'énergie c'est vous, du professeur Molo Molo, que j'ai côtoyé quand j'étais étudiant à l'époque. Et bon, les fondamentaux, c'est effectivement David Wright et Ed Masria. Donc, quand Jean-Philippe Vassal m'a dit que c'était aussi son livre de chevet, je me suis dit, tiens, il y a des points communs. Alors, je terminerai juste par une citation finalement de Ed Masria. Quand il est venu à la COP 21, donc Édouard Masria, l'auteur de Guide de solaire passive, il a fait une conférence à la COP 21. Et puis, en fait, il a simplement fait la démonstration que si on voulait travailler sur le réchauffement global, il fallait commencer par l'architecture, pour la bonne raison que les bâtiments, globalement, à l'échelle mondiale, consomment pratiquement la moitié de la consommation d'énergie. Et donc, c'est pour ça, voilà, en français, c'est qui détient vraiment la clé du thermostat global. La réponse pourra vous surprendre, c'est l'architecture imbécile, l'architecture idiot. Voilà, donc moi, mon combat aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est surtout essayer de transmettre cette modeste expérience à mes étudiants, et il y en a quelques-uns qui sont là, mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas là. Je vous remercie de votre attention.